Merci, Arav. Je vais abonder dans le même sens par rapport à ma question suivante pour Lies. Lies, jusqu'à quel point la responsabilité de l'Algérie, quand je dis l'Algérie, pouvoir et classe politique, notamment arabophone, hein, est avérée sur la naissance du mouvement indépendantiste, son contentement dans l'expectative en le criminalisant par rapport à sa position politique, au lieu de s'affranchir des dogmes de la Ummah al-Arabiyya al-Islamiyya et prospecter les avenues de débat politique, y compris avec le MAC. Ok. Tout d'abord, je viens d'une région je vais parler du côté militaire de l'Algérie. On m'a toujours posé la question, il me dit, Tel Jbeili, vous êtes une région des Aurès, quand même, l'armée, elle est toujours gérée par les chefs. Mais comment expliquez-vous cette situation-là? J'ai dit peut-être, ça remonte, c'est comme ça. C'est une région où le militaire a toujours où les gens qui s'engagent dans l'armée, ils viennent des régions pauvres. Au fait, parce que c'est la précarité qui pousse, un, et deux, c'est l'amour de la patrie. C'est deux choses en même temps. C'est pas parce qu'on a le ventre creux qu'on va s'engager dans l'armée. Et ceux qui s'engagent dans l'armée, comment ils sont? C'est que la doctrine algérienne, la doctrine militaire algérienne est une doctrine laïque. C'est qu'il faut comprendre, la doctrine militaire algérienne est une doctrine laïque. J'en suis sûr que maintenant, elle est un peu pénétrée ou entrée par quelques officiers de tendance idéologique islamiste. La Kabylie est-elle devenue la région porteuse que l'on pourrait appeler la question berbère, mais avant de la réduire à une question kabyle. Mais ceux qui l'ont réduit à la question kabyle, c'est une partie de l'élite kabyle euh, parce que la première revendication est une revendication berbère au départ. C'est elle qui portait le fardeau de cette revendication berbère. Mais est-ce que l'élite kabyle, ou est-ce que le pouvoir, ou est-ce que c'est la sémantique des mots qui ont réduit, qui ont changé cette revendication berbère à une question kabyle? C'est-à-dire tout ce qu'on parle maintenant, elle est réduite à une question kabyle. Et du coup, quand on parle de question kabyle, c'est comme si la Kabylie, même si elle est une partie intégrante en plein cœur de l'Algérie, c'est comme si, au fait, quand on parle comme ça, c'est comme si c'est un corps étranger, ou c'est comme si on la greffe. Alors que la Kabylie, c'est une histoire. C'est une histoire dans la Révolution, c'est une histoire dans la culture linguistique, dans la revendication, dont on va pas encore revenir là-dessus. Donc, qui prend la responsabilité de ça? Est-ce que le pouvoir? Vous allez me dire, mais le pouvoir, il est dans son rôle. Le pouvoir, il est dans son rôle. Le pouvoir, il est dans son rôle. Pour garder le pouvoir, pour régner, il faut diviser. Il va essayer de créer. La question islamiste. Mais je suis désolé. En 2002, je suis parti à Tizi Ouzou. Il y a plus de mosquées que de ceci. Vous n'allez pas me dire, pourquoi elle est devenue islamiste? C'est pas là. Moi, je suis pas contre la construction des mosquées, loin de là. Attention, il y a une différence entre l'islamisme, qui est porteur d'un projet politique à vocation religieuse pour imposer ceci, cela, et l'islam qui fait partie de la religion de l'Algérie ou de la Kabylie et d'autres régions. Donc, euh, pourquoi quand on parle je ne vais pas dire son nom, au moment du Hirak, il faisait des lives, attention, l'islamisme est en train de pénétrer la Kabylie. Mais qui l'a laissé rentrer l'islamisme? C'est les propres enfants de cette région. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des Kabyles islamistes? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des Kabyles qui veulent quelque part l'Oumma? Nous, dans notre esprit, moi personnellement, je pense et je le penserai, comme disait Francis Cabrel. Je pense pour moi, la Kabylie, dans son gène, elle restera une région laïque. Parce qui fait le distinguo entre la religion, entre la démocratie, entre la pratique de sa religion et entre un projet politique démocratique.
Et d'ailleurs, le TGMA, c'est démocratique. Les décisions se prennent de façon démocratique. Mais si l'islamisme a pénétré en Kabylie, il faut être honnête et être juste aussi. Ce n'est pas les autres régions qui sont responsables. C'est que ces enfants, ils n'ont pas mis des pare-planches ou un acte de résistance pour freiner l'entrisme de l'islamisme. C'est que l'islamisme, il a pénétré toutes les régions. C'est que l'islamisme a pénétré toutes les régions, et quand il pénètre en Kabylie, et c'est là où on entend le bruit de son. Pourquoi? Parce que les Kabyles, comme ils sont porteurs généralement d'un projet démocratique, quand ils voient l'islamisme, ils disent attention. Mais regardez les autres régions. Vous croyez que les autres régions vont accepter l'islamisme eux aussi? Non. Donc, si l'islamisme a pénétré, ou c'est un danger pour la Kabylie, il ne peut pas être un danger. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y a une durée de vie qui est très limitée. C'est parce qu'il y a une élite kabyle ou une population kabyle avec un degré de conscience très développé qui ne va pas se laisser faire, qui ne va pas se laisser embrigader cette région par l'islamisme. Mais attention, ceux qui font le lien, il y a plus de mosquées, donc l'islamisme, ça n'a rien à voir. À Bjaya, il y a des mosquées, mais il y a des centres culturels où on peut apprendre, où il y a des grandes librairies, où on peut lire même des grands romans américains. Ce n'est pas la question de l'islamisme, c'est que l'Algérie, il faut qu'elle soit immunisée d'un projet islamiste. Le projet islamiste en Algérie n'a pas d'avenir. Et c'est vrai, quand elle pénètre la Kabylie, comme le Kabyle est très revendicatif parce qu'il veut porter un projet démocratique, non seulement son projet ne peut pas aboutir, et du surcroît, il est envoyé par l'islamisme, et c'est là où c'est la catastrophe. Donc, si l'islamisme a pénétré la Kabylie, tout le monde est responsable. Le pouvoir, et surtout, ceux qui sont en Kabylie, il faut dire les choses aussi. Vous croyez qu'il n'y a pas des Kabyles qui sont islamistes? Vous Elias, je peux juste donner un point de vue par rapport à ça, parce que normalement, je ne suis pas supposé de le faire, mais je vais le faire. Juste pour te corriger, parce que dire que les Kabyles sont complices de l'islamisation qui s'est emparée de la Non, société non, j'ai pas dit kabyle, ça. je J'ai pas pense dit pas. ça. Pourquoi? J'ai Parce pas que dit ça. J'ai pas dit ça. oui, tu as dit Non, que c'est les non, Kabyles, tu as dit que c'est les Kabyles qui ont laissé non, c'est l'islamisme pas ça. fleurir. Peut-être une partie. Non, c'est-à-dire, vous savez, la Kabylie est une région généreuse. Je vais te démontrer, c'est les institutions étatiques algériennes qui l'ont fait. Parce que je suis témoin, dans les années 90, là, maintenant, malheureusement, on ne peut pas rentrer, jusqu'à 2000, jusqu'à les années Bouteflika 2019, là. Je suis témoin des belles fillettes kabyles de mon village, mes villages paternels et maternels, qui ont toujours porté la robe kabyle, sont rendus à l'université. 5 ans plus tard, ils reviennent avec le hijab. Pourquoi? Parce que l'Algérie, avec ses institutions éducatives, leur a donné des professeurs d'arabe, de philosophie, d'économie, qui sont souvent des militants du FIS ou de Hamas ou de Al-Nahda de Jabhallah qui les ont bombardés et qui leur ont, qui les ont endoctrinés et sont revenus. Moi, je ne les ai pas reconnus. Souvent, quand je discute avec elles, pourquoi vous avez porté le hijab, et quand je donne des arguments comme je les ai vécus tout le temps en Kabylie, ils me disent non, vous n'avez rien compris parce que l'islam c'est la solution, ceci, cela. Elles revenaient en prenant le même langage. Donc là, c'est juste un exemple là, et si on peut multiplier ça à travers tous les villages kabyles et pour expliquer un peu le phénomène du hijab qui est incroyable actuellement en Kabylie. Je sais pas si Mouloud et Arab pourraient enchaîner par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que Ouais. on revient toujours à la souveraineté, hein? Aussi longtemps qu'il n'y aura pas comment ça s'appelle, cette idée de souveraineté où la Kabylie aura ses propres institutions, même C'est une dans un autre cadre question. fédéral, peu importe, comme le Québec ici au Canada, Ça, et c'est une le autre question, français est Rachida. protégé. Ah, Ça, comment? c'est une autre question. Ça, c'est une autre Oui, oui, question. c'est une seule question. Et Donc, juste pour finir, s'il vous oui, permettez, vas-y, s'il vous plaît. vas-y. C'est que l'islamisme, il a pénétré toutes les régions, hein. C'est que si vous allez à Oran, quand même, on prend une ville, on l'appelle le Petit Paris, hein. Bon, Annaba, c'est Petit Paris. Je ne sais pas si vous connaissez Annaba, moi je connais Ouais. Annaba. On passait des vacances en été,
Oui, j'étais à Annaba, je connais bien, oui. Annaba, il n'y avait que des Italiens qui venaient de Milan qui passaient. Allez à Annaba maintenant. C'est-à-dire, c'est le visage de l'Algérie qui commence à être défiguré. Donc, au fait, je ne sais pas, moi, je suis un peu gêné de dire que le hijab, au fait, il est devenu, il- euh, euh, qui a envahi toutes les régions. Il n'y a pas que la Kabylie, c'est ça ce que je veux dire. C'est toutes les régions. Vous allez à Annaba, vous allez à Skikda, je parle des villes, vous allez à Bjaya, quand même, je connais Bjaya, hein. Tichy, Okas, enfin, je connais Bjaya. Moi, je me rappelle, Bjaya, toute la côte, il n'y avait aucun hijab, hein. Allez maintenant à Bjaya, les plages sont privées, les ceci, cela. Qui est responsable maintenant? Est-ce que maintenant, il faut trouver la fonction de responsabilisation? Responsabiliser qui? Est-ce que ceux des habitants? Est-ce que les gens de la région? Mais juste, c'est pas je me corrige, j'ai pas dit qu'ils sont complices. Je veux dire c'est pas qu'ils ont laissé faire. C'est-à-dire, peut-être ils ont pas été assez consciencieux ou peut-être ils se sont fait avoir en laissant une porte ouverte à l'entrée de l'islamisme. C'est pas être complice. Le mot, il m'appartient D'accord. pas. OK. Voilà. Mouloud, qu'en pense Mouloud et Araf par rapport à ce point-là? Allez, commence par Mouloud. Bon, par rapport à cette question de l'islamisation en Kabylie, je crois que il y a un certain nombre d'éléments concrets sur lesquels on peut juger de la question, hein. Maintenant, l'islamisme, c'est un phénomène international. Bien sûr. Pas loin que ce matin, j'ai vu le maire de New York faire sa prière de l'Aïd avec au milieu de milliers, de dizaines de milliers au Central Park, je crois. Eh ben, il est à côté de la Maison Blanche où un anti-islam avéré prend les reins des États-Unis d'Amérique. Eh ben, ils lui font la prière à côté. Lorsque tu vois que les Twin Towers à New York, lorsqu'ils ont été détruits en 2001, et à 200 mètres de là, il y a un centre islamique qui a été construit, un centre gigantesque qui a été construit. Il a été contesté par pas mal de personnes, mais il a été construit. Donc, le phénomène islamiste est un phénomène mondial. Il y a beaucoup d'argent derrière, il y a des États derrière, il y a beaucoup d'intérêts derrière. Donc, prétendre que la Kabylie, aussi petite soit-elle, pourra faire face à cela, je crois qu'on n'est pas dans le raisonnable. Un deuxième élément, c'est le pouvoir lui-même. Lorsque tu vois que des animateurs des cafés littéraires sont en prison et que les cafés littéraires sont arrêtés, sont interdits, et lorsque tu vois à côté les prêcheurs à qui on donne des salles, on offre tous les moyens nécessaires publics de l'État pour qu'ils puissent faire leur prêche en toute liberté, c'est normal qu'à un moment donné, la société peut basculer. Lorsque tu vois l'auditorium de l'université de Tizi Ouzou, notamment, est fermé à toute activité, intellectuelle soit-elle, ou politique, ou tout ce que tu veux, mais on donne l'autorisation aux prêcheurs de venir parler aux étudiants, que ce soit dans l'auditorium, que ce soit à l'intérieur des résidences universitaires. Mais c'est normal. Lorsque tu vois des dizaines, une vingtaine de chaînes de télévision privées qui sont financées par l'argent des sponsoring et tout, prêcher à la longueur de la journée, mais c'est normal que des gens basculent. Il y a un climat concocté pour que les gens basculent dans l'intégrisme, mais je crois que l'arrière-pensée du pouvoir est que maintenant que l'intégrisme est vaincu en Algérie, il ne peut plus constituer un danger, du moins que sur les 10, 20 ou 30 années à venir. On peut lâcher la bride à ces gens-là pour qu'ils puissent prêcher, mais en serrant sur le pont démocratique. Les gens, les laïco-démocratiques, il ne faut pas leur donner la parole, justement pour que le peuple ne peut pas faire le discernement, c'est-à-dire quand on donne le choix, parce que le barrage qui a été fait à l'islamisme en Kabylie ne s'est pas fait à coup de force, non, non.
Il y avait des mosquées, il y avait même Abbas Madani qui possédait sa villa à Azfoun, ils y étaient à chaque été. Il était, le barrage à l'islamisme, justement, a été fait par le débat contradictoire. Et quand ces gens-là n'avaient pas beaucoup d'arguments, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont passés à l'acte aussi vite, ils n'avaient pas un argumentaire assez solide pour prétendre changer les habitudes des gens ou bien prétendre apporter un autre regard philosophique envers le monde, ben, ils ont perdu en Kabylie. Justement, c'est cette culture de débat. Mais maintenant que cette culture de débat est biaisée et interdite, ils ont ouvert le champ libre à cela, et ben les résultats sont là. Mais bon, nous sommes dans une émission, on doit toujours laisser une fenêtre d'espoir aux gens. Les jeunes ne sont pas faits. Parce que maintenant, si les débats sont fermés de manière physique, on ne nous donne pas de salle, on est persécuté. Il y a toujours, même si on est à l'étranger, il y a toujours une manière de parler avec les nôtres, il y a toujours la possibilité d'écrire, de transmettre, d'éveiller les gens, même à distance, parce que maintenant, il y a les outils. Simplement, il ne faut pas fléchir, parce qu'il y a une partie de l'élite qui a fléchi, qui par dégoût, qui par fatigue physique, qui par découragement, elle a fléchi. Ça, je suis d'accord avec M. Djbaili, c'est que les militants ne doivent pas fléchir, malgré les difficultés, il faut s'adapter à une nouvelle donne, qui est la répression de l'État algérien, mais il faut trouver d'autres voies et moyens afin de continuer dans le combat contre l'intégrisme et contre l'autoritarisme du pouvoir algérien. Les deux. Merci. Tu penses arabe, Habib? Alors, je resitue un peu la problématique parce que, comme je l'ai développé ailleurs, je disais, l'islamisme n'explique pas tout. L'arabisme n'explique pas tout. Mais l'arabo-islamisme, oui. Parce que appréhender la situation, quand vous le faites, la situation de la Kabylie, déjà, vous le faites sur un certain plan, c'est une apparence, le hijab. Ça compte pas beaucoup pour une analyse vraiment sérieuse. Mais bon, c'est-à-dire la problématique réelle, c'est l'arabo-islamisme. Quand l'islamisme est démasqué, est défait, et là tout de suite, il y a la deuxième couche qui reprend le relais, l'arabisme, le nationalisme. Comme la légitimité historique appartient au pouvoir, donc il instrumentalise ça, il recolle ça. Et quand c'est usé, il reprend la facette islamiste. C'est comme tout humain, on avance pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Ça se passe comme ça s'est passé comme ça en Kabylie. Il y a une vérité qu'il faut signaler. La Kabylie a toujours été la région où il y a le plus de mosquées en Algérie. Toujours, depuis toujours. Mais ça n'a pas fait d'elle une région islamiste. Jamais. Et c'est la seule région en Algérie qui n'a pas voté fils. Faut le signaler, faut le rappeler. Aujourd'hui, se limiter à cette juste apparence qui est le hijab est léger pour avoir une analyse sérieuse de la situation. Le concept que je voulais vraiment revenir dessus, Oui. l'arabo-islamique. C'est vraiment la question la plus délicate parce que c'est un concept qu'il faut expliquer. L'arabo, c'est pas dans le sens ethnique, bien sûr, mais c'est cette tendance euh, à vouloir être musulman et pour être un musulman complet, il faut être arabe. Donc cette mentalité, euh, si elle a gagné le reste d'Algérie, elle peine à gagner la Kabylie. Et le pouvoir, dans sa doctrine, il ne peut pas envisager d'avenir sans que la Kabylie ne soit normalisée. Donc, pour revenir à le constat principal, et que la Ouais. Kabylie, elle est attaquée. Elle n'est pas attaquée par l'islam. Elle sait se défendre. La Kabylie a toujours eu ses mosquées. Elle a toujours été pieuse, disons-le comme ça. Mais Ok. elle avait sa manière d'être pieuse. Là, la Ok. mise à jour salafiste, la mise à jour wahhabite,
c'est quelque chose d'agressif. Elle ne l'a jamais digéré. Elle le refuse. Si un jour le salafisme trouve sa place en Kabylie, c'est parce qu'il y a l'infiltration d'un certain nationalisme arabiste qui Hmm. a, euh, qui a déjà préparé ce terrain. Voilà. Ok, merci Arav. La prochaine question, c'est par rapport à la progression du projet politique kabyle. Des voix ont été prospectées et puis travestées au point de les folkloriser à l'image des souverainetés suivantes. La souveraineté linguistique, la souveraineté identitaire, la souveraineté confessionnelle et la souveraineté organisationnelle, comme Tajmat, Pisa, etc. Ma question, devrions-nous pas avoir un regard émancipatif à l'endroit de cette richesse et contribuer à leur émergence dans une souveraineté politique propre à chaque territoire algérien, dans le pays chaoui, dans le Kabylie, le Mzab, les Touaregs, l'Oranais, le Constantinois. Allez, je commence par l'IS. Moi, je pense que la meilleure solution pour l'Algérie et pour nous tous, hein, si on arrive à mettre en place les prémices d'un état de droit, parce qu'avant de concevoir un état de droit, on doit passer par une période de transition où on doit être d'accord la mise en commun d'un projet politique du pays, avant de parler régionalisation, fédération. On va faire comme le Nigeria. Je vous ai entendu tout à l'heure, mais je vais vous dire quelque chose, que le Nigeria n'est pas une fédération. Mais c'est comme un État fédéral. Je m'explique. C'est-à-dire c'est un système unitaire à forte composante décentralisatrice qui a développé depuis la fin des années 60 je veux dire, des modes originaux de gestion en fonction des particularités et des spécificités de chaque région. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a combien? Il y a 36 États. Il y a 36 États au Nigeria. 36 États. Multiethniques. Le nord, animiste. Le sud, c'est musulman. Ou le inverse. Mais ils font le turnover, c'est-à-dire une présidence tournante. C'est un État fédéral. Tous les États développent leur propre économie, je dirais leur propre loi locale, hein, en fonction de leurs particularités, ce qu'on appelle le pluralisme juridique. Moi, quand j'étais dans un groupe, dans le PADA, PADA, vous connaissez Malika Baraka, je pense que vous devez la connaître, qui est une Oui, amie. Malika Baraka, oui. Oui, j'ai travaillé avec elle quasiment 3 ans sur le pluralisme juridique pour vous dire que c'est l'idéal pour nous, c'est comme le Nigeria. Donc, un système unitaire, ça veut dire quoi unitaire? C'est-à-dire c'est l'Algérie, d'accord, qui a forte composante décentralisatrice, c'est-à-dire il y aura une délégation de pouvoir aux régions les plus poussées possibles. C'est-à-dire, allez, par exemple, je dis voilà, la Kabylie, ils ont leurs particularités, leurs spécificités linguistiques, culinaires. École, eh ben, ils font. S'ils veulent apprendre les mathématiques en kabyle, qu'ils le font. Il y a pas, ça ne dérange pas. Et d'ailleurs, le frère de Saïd Saadi, quand on l'a invité sur Alternative, il a écrit un livre, il est en train d'écrire, il a écrit un livre, mathématiques, la loi de Poisson. C'est une loi mathématique en probabilité. Il est en train de l'écrire en tamazight. Il m'a dit, je suis en train de l'écrire. Ça veut dire, on laisse les gens s'exprimer librement. Voilà. Et après, le régalien, la défense étrangère, c'est géré par l'État. Il faut décentraliser, on ne peut pas rester comme ça. Un pays comme l'Algérie, 5 fois la superficie de la France et 205 fois la superficie du Qatar ne peut pas gérer un hôpital ou une école d'Alger à Tizi ou à Gilfa ou à ceci, c'est pas possible. C'est intenable. Donc, il faut revenir un peu au concept des wilayas. Les grandes wilayas, ça veut dire pour moi, c'est les cantons, les grandes régions, hein, comme le découpage du congrès de la Soumam, wilaya 1, 2, 3, 4, 5, et puis la fédération FLN en France, et puis on fait comme ça.
pour pouvoir donner la liberté je veux dire, aux habitants de la région de s'exprimer, de s'exprimer. Donc, s'ils veulent parler kabyle et s'ils veulent faire des mathématiques physiques en kabyle, qu'ils le font, qu'ils le font. Maintenant, s'il faut généraliser, la question est un peu ambiguë. Pour moi, le tamazight doit être enseigné. Vu la mentalité algérienne, je le dis, il faut qu'il soit optionnel, facultatif, mais avec le temps, il faut l'imposer. Oui, il faut l'imposer dans le cadre de lois de façon progressive pour les autres régions. Parce qu'il y a des régions qui refusent carrément le tamazight, il faut dire les choses. C'est une réalité. Et si on veut avancer ensemble, il faut aussi que les autres régions comprennent que le tamazight est une composante, pas une des composantes. C'est la matrice principale, vitale du pays. Donc voilà, moi je suis pour la décentralisation la plus poussée possible, même avec des mini-parlements, hein. Même avec mini-parlements. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'une wilaya, juste la mairie, et vous avez un représentant de l'État. C'est pas qui vient pour contrôler. Et je veux dire, c'est un invité, il n'est pas décisionnaire. Je veux dire, juste membre non décisionnaire. Pour, c'est pas pour remonter les doléances, parce que les régions ont toujours besoin d'une aide financière du pouvoir central, comme aux États-Unis. Vous savez, l'État fédéral et vous avez les États fédérés, ainsi de suite. Moi, je pensais comme ça. Pour moi, pour mettre fin surtout aux indépendantistes. Ça, c'est très, très important. Ça, pour moi, c'est ça, en fait. Moi, ce qui me chagrine dans la tête, c'est pour mettre fin aux indépendantistes. C'est parce que là, je veux dire, il n'y a plus, il y a plus une raison de prendre des solutions radicales. Parce que quand vous êtes radical, vous avez une gouvernance radicale, vous créez un climat radical, et en face, vous allez avoir des solutions radicales, et radical avec radical, ça donne que du radical. Donc, pour moi, décentraliser le maximum possible, et pourquoi pas, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas nous, c'est les générations qui vont venir, on peut se diriger vers un grand État fédéral avec des cantons, avec des pôles économiques très forts, très puissants, des passerelles économiques, des passerelles linguistiques. Vous savez, juste pour vous dire, hein, il y a des professeurs de Tizi Ouzou qui enseignent le tamazight à Batna. À Batna, il n'y a pas beaucoup de profs qui enseignent le tamazight. Vous avez un ou deux, donc ils font appel à des professeurs de Buira, de Boumardès, de ceci. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça se passe. Et pourquoi pas, si un jour dans l'université, je ne sais pas, à Béchar, dans le sud extrême, pourquoi un professeur d'Amazigh, il va enseigner là-bas? On commence, c'est comme ça, on commence un peu à généraliser en douceur, parce que la solution radicale n'a jamais été une solution. Mouloud, l'ISLD, c'est la seule façon pour mettre fin aux idées de l'indépendantisme à la MAC, si j'ai bien compris l'IS, n'est-ce pas? C'est de décentraliser pour ne pas dire la souveraineté, aller vers la souveraineté de chaque territoire en Algérie. Que pense Mouloud? Ben, dans l'absolu, tout est possible. Les idées généreuses ne peuvent pas être refusées. Mais comme on l'a dit tout à l'heure dans la discussion, la souveraineté, c'est juste un respect institutionnalisé, hein. Il y a pas... Simplement, quels sont les mécanismes, quelles sont les données actuellement existantes pour aller vers la construction de cela? Quels sont les moyens mis en place pour aller vers la construction d'un tel contrat social? C'est tout cela, parce que faire une projection dans l'avenir, c'est bien beau, mais il faut tenir compte du passif déjà. Parce que, quand même, il y a quand même plusieurs décennies de haine, pas seulement entre le reste de l'Algérie et la Kabylie, mais entre toutes les régions qui composaient l'Algérie indépendante. J'ai vu un jour un témoignage de Khaled Nazzar, l'ancien chef, l'ancien ministre de la Défense, lorsqu'il a été en justice lorsque Saïd Hosseini Ahmed avait témoigné dans son procès en Suisse, il a été inculpé en Suisse, il lui a dit
Je suis fier d'avoir été le premier chef militaire à avoir nommé deux gradés de l'armée du même, du même patelin. C'est-à-dire, vous voyez le poids de la région, le poids de l'origine en Algérie. Donc, pour arriver à créer un ensemble de toute cette diversité, j'allais dire, qui se partagent la haine entre elles, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, voire, à mon sens, voire impossible. Parce que il y a trop de haine entre les différentes régions d'Algérie. Lorsque tu vois par exemple les Mozabit et les Chamba qui se sont entretués, vouloir faire de demain un, un conglomérat de fraternité sera une chose très, 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 très difficile. Donc, j'imagine que si on commence déjà par respecter les spécificités de tout un chacun, c'est un début. C'est un début. Après, moi, je ne condamne pas l'avenir. Mais si les gages de bonne volonté ne sont pas mis sur la table, je crois que une telle chose est difficilement réalisable pour ne pas dire impossible. Mais ça reste généreux. Merci, Mouloud. Araf, que pense Araf? Alors, c'est-à-dire, à ce stade, je pense il est pas évident d'avoir de trancher, de dire ce qu'on. euh, la seule chose sur laquelle on pourrait se mettre d'accord tous, c'est que le pouvoir actuel tombe. Il faut qu'il change. Et le but n'est pas le but, c'est la voie. Mais comment réaliser cet objectif? Les diverses tentatives qu'on a connues auparavant, même cette tentative et tentation d'indépendance en fait partie. C'est une manière de créer un rapport de force favorable. Ça a réussi, ça n'a pas réussi, c'est un échec, ça a fait l'effet inverse de ce que ça voulait avoir. Mais l'essentiel, il faut toujours avancer. Il faut avoir en tête une chose. Dans le cadre du pouvoir actuel, il n'est pas possible de toute façon d'avoir quelque chose de bien. Euh, Notre ami Mouloud n'a pas parlé de haine, c'est une manière de voir. Le pouvoir a fait que la société algérienne est morcelée. Déjà, elle est diverse, mais qu'elle porte maintenant des gènes de violence. On a vu les exemples sont légion. Le Hirak qui a, pour certains, démontré, ils ne retiennent que ça, démontré une capacité de mobiliser, il a suscité de l'espoir chez beaucoup. Mais pour moi, il a aussi montré les limites d'une société qui n'arrive pas à dépasser la doctrine du pouvoir qu'il a emprisonné, qu'il a mis en otage pendant 60 ans. Donc, le regard, il ne s'agit pas de décider, d'avoir fantasmé une sortie de crise en dehors de celle de mettre ce pouvoir à terre. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant que qu'on ait une idée qui porte derrière elle une population pour créer le rapport de force, ben tant mieux. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Dans le cadre de ce pouvoir, il est impossible d'avancer. Donc, j'ai une avant-dernière question cette fois-ci, c'est par rapport au modèle d'organisation politique qui sont des réponses à un processus évolutif, non pas dans une optique d'égoïsme politique adossé à des référents exogènes, mais au regard des exemples à travers le monde. Il y a des pays qui ont évolué vers des confédérations comme l'Union européenne, vers des fédérations comme le Canada, avec certains pays avec des autonomies très très puissantes comme la Belgique, la Suisse qui était confédérale devenue fédérale,
le point commun de tous ces pays-là, c'est la citoyenneté qui est le pivot de ces modèles. À votre avis, quel est le projet d'organisation à même de garantir cette cohésion entre les territoires et les peuples d'Algérie? C'est ça ma question. Je commence par peut-être Mouloud. Ben, en Algérie de 2026, les choses se compliquent davantage parce que la citoyenneté, avant qu'elle soit un statut politique, c'est un état d'esprit. Et lorsque tu prends 40 ou 50 millions de personnes qui sont biberonnées à l'idéologie, à une idéologie, j'allais dire, frelatée pendant des dizaines d'années, il est très difficile de réformer cela, du moins dans le temps, hein. Il faut des dizaines d'années pour réparer ça, si ce n'est pas plus. Donc, à mon avis, il faut commencer par ce qui est déjà, ce qui reste de non atteint. Il faut déjà commencer par cela. S'il y a quelque chose de non atteint, s'il y a quelque chose de, je veux dire, qui n'est pas contaminé par cela, s'il y a quelque chose de sain encore, il faut commencer par celui-là pour le préserver. À partir de cela, on peut offrir déjà un exemple, il peut servir d'exemple, et on peut bâtir autour. Mais commencer comme ça, un projet idéologique autre que ce qui a été prêché pendant des dizaines d'années, sans même avoir les moyens nécessaires, il me paraît très, très difficile, hein, pour rester là. L'IS, ici au Canada, on ne parle pas de nationalité canadienne, on parle de citoyenneté canadienne. Apparemment, la Russie, c'est la même chose, hein. On parle de nationalité tchétchène, mais de citoyenneté russe. Au Canada, on parle de nation québécoise, mais pas de nation canadienne. On parle de citoyenneté canadienne. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour l'Algérie? Absolument. Moi, j'étais dans le groupe du PADA. En fait, nous, on l'a créé en 2023. Malika Baraka, les fondateurs Malika Baraka, Hakim Taibi, Yef Jbeili, Ilyes Hawazi, Ezra Shamrouk, Sonia Abra. Enfin, on était pas mal. Alors, je pense que j'ai toujours dit que ce qui prime entre nous, c'est la citoyenneté. Ouais. C'est la primauté de la citoyenneté sur autre chose. C'est la citoyenneté. C'est la citoyenneté. C'est ça. Entre l'identité et la citoyenneté, c'est la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est elle qui protège l'identité. L'identité ne protège pas la citoyenneté. C'est la citoyenneté qui protège Tout à l'identité. fait. Mm. Donc, c'est très important. Donc, oui, bien sûr, on se dirige, je ne sais pas si on va se diriger comme d'autres pays, parce que la Suisse, quasiment, la Suisse, c'est des siècles d'existence je veux dire, c'est la vieille Europe, c'est la vieille Europe qui a pondu la démocratie. Oui, mais un pays comme le nôtre, il faut un État, il faut un État fédéral. Il faut une constitution qui permet la répartition des compétences entre l'État fédéral et les fédérés. C'est ça. C'est entre le pouvoir central et les autres. Il faut que ça soit inscrit dans la constitution. Et chaque région, on peut se projeter. L'avenir, ça se construit, hein. On ne spécule pas, mais c'est la réalité. Je pense qu'on n'est pas en train de spéculer. Notre pays a besoin d'ouverture. Notre pays a besoin d'une décentralisation. Nous avons une démographie quasiment 1 million par an. La consommation, elle est tirée par la consommation, elle est tirée par la progression de la natalité. Nous produisons quasiment 1 million de barils par jour, nous consommons quasiment 60%. L'accroissement de 6%, c'est fini, nous n'arrivons plus à exporter. Qu'est-ce qu'on exporte? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on exporte? Moi, je vois des personnes qui disent nous exportons. Vous exportez rien parce que la demande intérieure elle est beaucoup plus importante. Donc, il faut trouver un modèle économique. Et pour trouver un modèle économique, à l'allemande, parce que je sais que certaines, faut pas le prendre méchamment, je sais qu'en Kabylie, je sais, surtout en Kabylie, parce que en fait, c'est la revendication démocratique, elle vient par là. Il faut dire les choses. Donc, il faut bien nommer, identifier la région. C'est-à-dire, si certains compatriotes citoyens de cette région
pense la décentralisation pour préserver pour l'identité, c'est faux. Il faut le faire comme à l'allemande. C'est-à-dire, on décentralise pour les besoins économiques d'abord. C'est ça. Quand vous créez la prospérité, tout vient après. On ne décentralise pas, on ne crée pas une fédération, on ne crée pas la régionalisation pour protéger sa langue. Ça n'a pas de sens. La langue, elle est protégée. Même si vous avez l'oppresseur chez vous à la maison du matin au soir, c'est que votre langue, votre identité, elle est intrinsèquement, vous êtes ancré dans votre identité. La langue, elle est votre esprit. Donc, c'est pas comme ça. La méthode, elle est fausse. Si on veut décentraliser, c'est créer des pôles économiques autonomes. La Kabylie, les Aurès, le Sud, même le Sud, il aura le droit aussi de demander une décentralisation beaucoup plus large, avec des prérogatives spéciales. La question maintenant qui revient, est-ce qu'il y a certaines régions qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle d'un statut spécial, un statut particulier? C'est pas une fleur. Ça, comme en France, ici, un certain temps, la Bretagne en avait un statut particulier, comme la Corse. Maintenant, elle a un statut, la Bretagne a un statut particulier sur le plan fiscal. Mais la Corse, elle a un statut particulier sur le plan identitaire, sur le plan qu'ils veulent, eux, ils veulent une scission directement, hein. Mais maintenant, quand il y a un parlement local corse, ils parlent en langue corse. Avant, c'était mal vu en France. Parce que les Français, c'est pas comme les Allemands. Les Français sont jacobins. Les Français ont anéanti les langues autochtones. Les Français ont fait le français a toujours montré la supériorité de la langue française de Racine et de Molière sur les autres langues. Il n'y a pas de langue autochtone, hein. Et Mais c'est pour ça. c'est pas contradictoire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis il faut décentraliser au sens économique du terme. C'est pas par rapport à la langue, alors que Mais mais c'est le après, oui, tout sentiment à fait. linguistique chez les Kabyles est très fort parce que à quoi ça sert de décentraliser l'économique si on continue à avoir un système éducatif qui nous vient Non, d'Alger, basé uniquement sur l'arabe, par exemple. Ça, mais c'est pas, en fait, c'est pas, je pense, c'est une, en fait, je vais les donner, la façon de ouais, poser la question, hein, c'est que, ouais. pourquoi on a toujours donné la question de l'éducation aux islamistes? Pourquoi on a toujours laissé les islamistes ou les religieux investir les milieux sociaux? Ça n'a jamais été des prérogatives du pouvoir. Mais ça, c'est voulu du pouvoir. Si on avait un pouvoir, si on avait un État démocratique, déjà, on serait déjà laïque, comme la Turquie. Hmm. Je ne sais pas si vous êtes parti en Turquie, Oui, même oui, si vous, trois fois. Oui, oui, je connais, même oui. si vous, Rachid, même si tu as Erdogan, mais qu'on le veuille ou non, la Turquie est un pays Oui. laïque. Je l'ai Euh, toujours dit, pendant le ramadan, les gens, ils sont attablés à table dans ah des oui, oui, restaurants, ils mangent. tout Oui, à fait. Et oui, c'est un modèle, je dis oui, oui. le minimum pour l'Algérie. Pourquoi pas ne pas prendre le cas turc? Mais pas, déjà, ils disent non. Ils disent il y a Zetot, il y a la Turquie, il y a ceci. Ils mélangent tout. Le Ouais. modèle turc de vivre ensemble est et je veux dire, quelque chose de bien pour nous. Voilà. Surtout le fait que l'islam n'est pas religion d'État en Turquie. Ça, c'est un très bon exemple. Mais De ce moi, point. écoute, mais j'apporte la correction. Moi, j'ai entendu Dina en Suisse, à Genève, avec mes propres. Il faut être juste avec tout le monde. On était cinq. On a posé la question de Dina. Est-ce que vous trouvez une entité morale, un État qui dit que l'article 2, que l'islam est la religion d'État? Il a dit non, il faut l'abroger. Dina, il a dit, il faut Bon, l'abroger. oui, oui. Non, mais je te promets, Rachid, il a dit, il faut l'abroger. Dina, il a dit, je suis pour l'abrogation de l'article 2 de la Constitution algérienne qui dit que l'islam est une religion d'État. L'État n'a pas de religion. Ouais, tout à fait. C'est vous et moi, nous avons la religion. Mais moi, je suis pour la liberté de conscience, la liberté de foi, pour tout le monde. Celui qui veut devenir chrétien, qu'il devienne chrétien. Celui qui veut devenir agnostique, qu'il soit agnostique. Celui qui veut faire de l'islam chiite. Moi, j'étais parmi celles et ceux qui défendaient les ibadites, les mozabites du Sud. Parce qu'ils ne sont Mm, pas des sunnites, donc c'est des mm, apostats. Donc, mm. vous savez, Ouais. et tout ça est le responsable régime. Pardon, Smahi.
Voilà, j'aime bien entendre Araf Habib par rapport à cette histoire de modèle d'organisation J'ai politique. une petite mise au point offerte. Ouais, vas-y. Depuis tout à l'heure, c'est-à-dire pour notre ami Elias, la Kabylie, elle ne fait que revendiquer son identité et la langue. Or, c'est quelque chose de fondamentalement erroné. Faut revoir un peu le. À mon avis, si d'ailleurs le sujet de la citoyenneté s'y prête, s'il y a un endroit en Algérie où la citoyenneté euh, euh, existe ou existait, et c'est bien la Kabylie. La Kabylie, en gardant le Sejmeï, elle a su inculquer euh, à chaque fois aux jeunes générations cette notion de citoyenneté. C'est vrai que c'est une citoyenneté à l'ancienne, mais c'est c'est la source des démocraties modernes. C'est alors sur ce, rien que sur ce point, il est faux de dire que le combat de la Kabylie se limite à la seule revendication linguistique ou identitaire. La Kabylie, si elle s'est soulevée à chaque fois, d'ailleurs, je prends pour exemple la plateforme de l'Aqsar de 2001. Sur les 15 points, la revendication identitaire, elle n'est qu'un seul point parmi les 15. Donc, il faut revoir un peu, c'est erroné de poser la problématique ainsi. Et je reviens sur la citoyenneté, la Kabylie, elle, en gardant l'héritage, en étant dépositaire de cet héritage, en étant euh, la seule, la seule finalement, la seule qui a ce niveau de mémoire vis-à-vis de son histoire, a su préserver cette citoyenneté. Et c'est un challenge, c'est le défi de aujourd'hui de faire que cette citoyenneté ancienne retrouve une déclinaison moderne. La solution ne peut passer que sur cette voie. Pour les autres régions, moi, je ne m'engage pas. Je ne vais pas inviter les autres régions à avoir la même perception des choses. Franchement, je ne maîtrise pas. Je peux parler de Kabylie. Ça, je me permets. Les autres régions, c'est à elles de voir les solutions, à moi de d'exposer mon cas. Moi, je parle de Kabylie. Elle ne se bat pas pour que le seul sujet de langue. Elle ne se bat pas pour le seul sujet d'identité. Ça dépasse ça. Et la Kabylie, elle a compris la citoyenneté bien avant les autres régions d'Algérie qui ont perdu cette organisation ancestrale. Donc, on essaye d'expliquer, mais on a l'impression que l'écoute n'est pas là. C'est un sujet de frustration qui perdure, qui s'éternise encore, et c'est dommage, c'est triste. D'accord. Merci Arav. Vous trois, on a commencé notre débat avec les élections à venir le 2 juillet. On a bifurqué inévitablement vers des modèles d'organisation politique, de souveraineté, inévitablement parce que même après, ça va venir, c'est une question de temps. On va revenir à ces élections maintenant et je vous laisse la dernière question à vous trois. Comment vous voyez la suite? Comment vous voyez qu'est-ce qui va se passer le 2 juillet et vos prévisions? Qu'est-ce qui va avoir lieu? C'est ça ma dernière question. Peut-être on commence par l'IS. Bah, les élections ne vont pas changer le quotidien du citoyen algérien. La composition, la configuration de la Chambre basse, elle sera concoctée par le pouvoir algérien. Peut-être, je dirais peut-être, il y a des listes indépendantes, peut-être ils vont mettre un ou deux députés des listes indépendantes,
Parce que la création des listes indépendantes, au fait, elle n'est pas bonne pour les partis, des partis d'opposition. Parce que vous faites ce qu'on appelle des déperditions. Voilà. Donc, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai. Mais, Lies, mais selon votre vision des choses, puisque vous voulez, l'idéal pour vous, c'est de la convergence de toutes ces forces d'opposition. Et pourquoi ne pas intégrer aussi les indépendants dans cette liste? Donc, c'est juste pour abonder dans le même sens Les listes indépendantes? oui. Oui, oui, Ceux qui seront élus comme oui, indépendants. oui. Oui, mais Oui. je pense, moi j'ai toujours dit à Melika, peut-être Hamou Boumediene. Moi, j'ai dit à Melika, peut-être Hamou Boumediene, parce qu'une fois, je voulais l'inviter sur Alternative Acceptée. Après, il m'a appelé gentiment. Il m'a dit, je peux pas, parce qu'apparemment, il faut qu'on reste un peu discret jusqu'au 9 juin. Mais je pense que ils vont mettre un ou deux des listes indépendantes. C'est très important, histoire de dire, voilà, il y a des listes indépendantes qui sont là. Peut-être ils vont dire qu'on va les recycler politiquement parlant. Entre le RCD et des listes indépendantes, le pouvoir algérien préfère une liste indépendante. Parce que peut-être les partis dits un peu conventionnels comme ça, avec une hiérarchie, non, ils vont pas accepter. Il y aura pas de. Est-ce qu'il y aura député RCD à Paris? Vous croyez que le pouvoir algérien va laisser la France un député RCD? Moi, je lui dis, Alias Lahawazi, hein. Moi, je lui dis, tu es mon ami. Il m'a dit, je te mets. Je dis, non, non, c'est pas la peine. Tu sais que la liste, elle est personnalisée. Si j'ai, si je vais avoir plus de voix que toi, tu vas pas passer. Est-ce que réellement, est-ce que tu vas passer? Je te pose la question. Est-ce que le FFS de Aouchiche, il risque de passer? Mais le truc de Aouchi, il ne risque pas de passer. Est-ce que le MSP va passer? Oui, un député MSP va passer. Est-ce que Yagoubi va laisser sa place à Jamel Gessoum? Il risque de passer. Il reste qui? Le FN, le RND pour compléter la liste. En Amérique et au Canada, est-ce qu'on va prendre un député RCD pour parler de la démocratie, de l'état de droit? Parce qu'au sein du Parlement, même s'il sort du Parlement, il ne va pas risquer la prison. Pourquoi se mettre dans de draps sales? Il vaut mieux l'éliminer dès le départ. Alors que un député du FFS, on peut le prendre. Parce que c'est la direction qui donne les ordres. La direction qui, complètement séparée de sa base, mais quand même, qui va représenter la direction. Et la direction Aouchi, c'est pro-pouvoir. Donc, peut-être qu'ils vont mettre un ou deux. Allez, moi je mets sur Rachid Hassani, hein. Pourquoi? Très simple. Parce que Rachid Hassani, ton très mesuré, il parle bien, sans trop casser, avec une façon de sensibiliser politiquement. Oui, moi je trouve que Rachid Hassani, il peut être un futur élu du RCD au sein du Parlement. Est-ce qu'ils vont mettre RCD Alger? Je ne pense pas. Vous pensez, on est plus. Et pourtant, Alger, l'UOCD, a présenté des noms qui sont de calibre, hein. Si c'était Saïd Saadi, oui. Parce que le centre Alger, c'est Kabyle, hein. Mais qui va le mettre? Qui? L'Almas? Hassan Mouali? Mais aussi, il n'y a pas que le parti. Il y a aussi le poids le poids du candidat. Est-ce qu'on veut de l'Almas au sein du Parlement? Posez-vous la question. C'est comme ça qu'ils font, hein, ils cuisinent, hein. Est-ce qu'on veut de Rachid qui a la chaîne au Canada? Est-ce qu'on veut, s'il se présente aux élections, est-ce qu'on veut qu'il soit député ou pas? Qu'est-ce qui nous ramène Rachid? Rachid va nous parler de la souveraineté nationale. Il va nous parler de la souveraineté populaire. Il va nous dire, attention, pas d'islamisme, pas de l'éducation. Il faut le confier à une dame laïque, pas un islamiste de MSP Msba. C'est ça la question. C'est un truc très simple. C'est comme ça qu'ils font leur cuisine. Merci, Elias. Mouloud, qu'est-ce qu'il pense, Mouloud? Ça me réconforte dans ma position de départ, vu que d'après le développement de l'IS du Bailey, ce n'est pas une élection dont on parle, mais d'une cooptation. Parce est-ce qu'ils vont laisser celui-là ou cela? Donc c'est une cooptation. C'est pour ça que je dis la rupture avec ce régime doit être totale.
Et puis, quand la rupture sera consommée avec ce pouvoir, on va se mettre à voir les solutions sérieuses mais difficiles. Parce que la question, c'est sous cet angle qu'elle a son gordien. On va voir les solutions sérieuses mais difficiles. Mais maintenant, tant que nous pensions qu'il y a une petite chance à exister aux côtés de ce pouvoir, nous allons toujours éviter de penser aux solutions sérieuses parce qu'elles sont difficiles à réaliser. Aujourd'hui, l'opposition, s'il y en a une, je dis encore une fois, elle doit penser aux moyens de sa subsistance, doit avoir les moyens financiers, elle doit penser à redéfinir les, 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 les sujets politiques et socioculturels dont il faut débattre avec le citoyen et pour le citoyen. Elle doit trouver les alliés parce que là, en Algérie, lorsque tu sors à l'étranger, tu es directement taxé de, comment, rappelez-moi l'expression de M. Tebboune lorsqu'il disait Khabarji. Tu es directement taxé de Khabarji alors que eux, ils peuvent aller trouver les alliés là où ils veulent. Et ils étaient fâchés avec les Espagnols, puis ils sont réconciliés, ils sont fâchés avec les Français, ils se réconcilient à la longueur de la journée. Mais dès qu'un opposant ou bien quelqu'un qui pense autrement serre la main à un étranger, hop, on le taxe de Khabarji, et là, toute la panoplie se met en marche pour le discréditer. Donc, il faut chercher les alliés à l'étranger. Voilà donc des problématiques et des thématiques sur lesquelles il faut travailler, mais sinon, les agendas proposés par le pouvoir ne sont en réalité que dans son propre intérêt. Il ne faut pas s'y prêter. Merci Mouloud. Le dernier intervenant, c'est Araf Habib. Pour moi, c'est réellement c'est un non-événement ou c'est un gâchis pour être un peu méchant, un peu gentil. C'est un gâchis. En fait, quand on retrouve des amis, quand même, des démocrates, des partis ancrés, s'impliquer dans une mascarade comme ça, on ne peut pas s'empêcher d'être déçu parce que c'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est autant d'énergie qu'on devrait engager dans une voie sérieuse. On se retrouve à quémander un poste de député qui, qui permet peut-être une petite tribune pour aborder deux, trois sujets qui dérangent, mais qui à la fin font l'inverse de ce qu'il faut avoir comme résultat. C'est malheureux. Bon, je suis un peu radical, oui, je sais, Oui. mais voilà. Et je dis que notre énergie, il faut l'orienter là où c'est bon. Il faut faire l'effort de plus de communication envers la société, de plus de compréhension entre toutes les régions, de plus de culture de débat. Sinon, avec ce pouvoir, mais alors là, il faut pas se leurrer, c'est d'autant plus qu'avec la dernière facette qu'il a déclinée, non, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il faut voir ailleurs. Merci, Botonwa. On s'excuse beaucoup, beaucoup auprès de Lias Djibaili et Araf Habib parce qu'il est presque minuit chez eux. On vous a pris en haleine jusqu'à. C'était un débat fructueux et on souhaite avoir d'autres débats de ce genre-là à l'approche des élections ou même après, plus tard, quand on aura les résultats. Donc, voilà, je vous remercie vous trois. À la هيا prochaine. تنك صحيتو أكيد نسات مليل لكن اسم لأنك ذا ثلاثة كي نفقعون نسيان مليل نفقعون نيران هاد مسايا الثاني نكي نوصلوا في ناليزيسيون ليجيسلاتيف دي سدون اسويسين يوليو ودينا قيمة ذي ثلوي